Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Grand-Vincent. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes docteur en médecine et coprésidente du Cercle des bonnes pratiques en médecine esthétique, un domaine très convoité et très dangereux aussi, on va le voir, qui peut conduire à des drames. Anne Grand-Vincent, alors le principe de l'émission, c'est qu'on aimerait vous connaître un petit peu mieux aussi. Donc, vous avez choisi médecine. Pourquoi ce choix à la base ? Parce que j'étais attirée par ça depuis toujours, depuis toute petite. Ouais. J'en ai pas mal dans ma famille. D'accord. Et j'ai pas envisagé de faire autre chose. Donc c'était une vocation que ça. Donc c'était vraiment une vocation. Pour soigner les autres. C'était une vocation pour soigner les autres. J'avais un oncle qui était chirurgien plasticien. D'accord. Et avec lequel je discutais énormément. Et j'adorais ce qu'il faisait. Et donc voilà, ça a été une passion en tout cas. Exactement. Et c'est toujours votre métier, puisque vous êtes docteur en médecine. Et vous êtes devenue coprésidente du Cercle des bonnes pratiques en médecine esthétique. C'est assez récent, finalement, ce rôle ? Très récent. Ouais. Ça fait un petit peu moins d'un an. Ça fait en fait 1 an et demi qu'on discute un peu les uns avec les autres, l'ensemble des médecins esthétiques, pour essayer de voir comment faire pour se structurer, de telle sorte d'apporter un cadre à la profession. En fait, c'est une profession qui n'existe pas dans le sens spécialité du terme, domaine reconnu. Et c'est ce que vous déplorez, parce qu'on va le voir, il y a des dérives forcément, puisque n'importe qui peut s'improviser, pas médecin, mais en tout cas peut pratiquer des actes de médecine esthétique, ou des gestes en tout cas esthétiques. Alors, quand ce sont des médecins qui le font, c'est pas dangereux du tout. À partir du moment où ils sont assurés, ça veut dire formés. Forcément, les médecins qui pratiquent sont assurés, donc sont formés, puisque les assurances ne sont jamais données lorsqu'il n'y a pas de formation liée à ce domaine-là. En revanche, là où c'est dangereux, c'est quand ces actes-là sont faits par des gens non médecins, qui n'ont donc aucune notion d'anatomie, d'asepsie, et puis surtout de qualité de produit. Bien sûr. Mais ça reste légal, le fait de pouvoir injecter pour les médecins, pour le tout venant, finalement. Parce que c'est légal. Seuls les médecins ont le droit d'injecter. Ah voilà, d'accord. Donc vous devez être inscrit. Oui, c'est tout à fait encadré. Vous devez être inscrit à l'ordre des médecins, avoir ce qu'on appelle un numéro RTPS et être assuré pour pouvoir exercer la médecine esthétique. Je pense qu'il y avoir peu de médecins ou pas de médecins qui font de la médecine esthétique sans être assurés, donc formés. Alors justement, la médecine esthétique suscite un engouement de plus en plus grand, et notamment chez des personnes de plus en plus jeunes. On le voit. Comment vous expliquez d'ailleurs ce recours Alors, je pense qu'il y a une très grosse responsabilité des réseaux sociaux. En fait, on est dans une société d'image où les jeunes ont besoin de s'identifier à quelque chose, à des gens, etc. Les réseaux sociaux, moi, quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas. Donc, ça existe depuis, on va dire, 2010. Bon, ça crée de la demande et ça crée de l'offre, en réalité. Donc, on a des jeunes personnes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux et qui vont voir des supports et qui leur sont montrés et qui correspondent à ce qu'elles attendent. Donc elles veulent, on leur montre des filles qui n'existent pas, des photos avant-après, et on les oblige quelque part, parce qu'elles sont influencées, et c'est fait pour ça, les réseaux sont faits pour que les gens continuent et augmentent leur temps de regard et d'écoute. Bien sûr. Et donc elles passent leur temps à voir des photos avant-après de personnes qu'elles trouvent absolument extraordinaires, c'est-à-dire dans l'air du temps par rapport au look et à l'esthétique et à
qui ressemble à qui. Voilà, et je le disais, des filles, c'est principalement des filles, il y a des garçons aussi, mais C'est de beaucoup des plus en filles. plus jeunes, c'est De surtout plus en ça. plus jeunes. Parce qu'avant, on parlait de médecine esthétique, on se disait, bon, c'est vrai, on devient un peu senior, on a envie de cacher qu'elle... Oui, Voilà. c'est Mais c'est moi, plus c'est ça. ma conception de la Voilà. médecine esthétique. Mais on n'en En est fait. plus là, en fait. On est vraiment Ah, dans on n'en une est plus là transformation. du tout. On n'en est plus là du tout. Ça Mm. concerne des personnes qui peuvent peuvent dès l'âge de 18 ans. Ouais, il faut être aller majeur voir- quand même. Hein. Bah, pour aller voir une fake injectrice, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas médecin, je ne pense pas qu'elle s'interroge sur l'âge de leur De leur patiente. cliente. On va dire que chez elles, ce sont des clientes, Ouais. pas des patientes. Donc de plus en plus de demandes, de plus en plus d'offres, et donc sur les réseaux, avec des actes qui sont réalisés hors de tout cadre médical, Mhm. avec évidemment des conséquences sanitaires graves parfois. Hein, on a vu ces photos de femmes défigurées. Comment c'est possible, puisque c'est interdit pourquoi ça pullule sur les réseaux sociaux finalement ce genre d'offres alors que c'est interdit? Parce qu'en fait, il y a très peu de punitions. En réalité, les filles qui font ça, ce qu'on appelle les fake injectrices, ce sont des gens qui donc ne sont pas médecins, mais qui sont souvent même pas dans la profession même de l'esthétique ni quoi que ce soit. Tout est n'importe quoi. Des personnes qui ont décidé Elles mentent, finalement, elles s'affichent médecine. Même pas. Oui, il y a beaucoup de mensonges. Ouais. Et puis il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles sont formées. Alors ça va être une formation de 2 jours auprès d'une autre fake injectrice, par exemple. Donc ce sont des espèces de réseaux. Il y a aussi des réseaux de propositions de ce type j'appelle de soins, enfin d'actes, on va dire ça comme ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est comme si les plombiers se mettaient à faire des coloscopies. Oui. Bon. Parce qu'ils s'occupent de tuyaux. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement le même parallèle. Ces gens-là ne sont pas médecins, ils n'ont pas le droit de faire des actes médicaux et ni médico-esthétiques, puisque ce sont des actes médicaux. Et non seulement ils n'ont pas le droit, mais en plus ils utilisent des produits qui sont toxiques. Alors, c'est exactement l'un des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, les produits qui sont utilisés par des fake injectrices sont, la plupart du temps, des produits qui sortent du circuit contrôlé, donc qui sont, la plupart du temps, importés de Chine, entre autres. Donc, exactement. Bien sûr. À bas coût. Et il y a des offres qui sont faites très régulièrement. Disons, je vous fais par exemple de la toxine botulique, qui est l'un des produits injectables, gratuitement, si vous faites 2 seringues d'acide hyaluronique ou de produits de comblement. C'est ça, en fait. Et leur toxine botulique, elles l'achètent en Chine à vil prix. Et le problème, c'est que ces produits-là sont frelatés, sont dangereux. Les produits eux-mêmes sont dangereux. Donc, ils peuvent entraîner. Mais voilà, ils entrent en France, ces produits-là. Ils entrent en France parce qu'ils sont importés et qu'il n'y a pas, pour le moment, suffisamment de contrôle de douane par rapport à ces produits-là. Je sais que les pouvoirs publics sont tout à fait alertés de ce problème-là qui est devenu un problème de santé publique. Donc, il va y avoir une augmentation des contrôles, j'en ai entendu parler, des contrôles et des liens entre la police, la justice et les douanes. Mais pour le moment, ça reste elles s'approvisionnent d'une façon tout à fait facile. Comment faire la différence alors entre les vrais actes médicaux encadrés et les pratiques clandestines? Comment Faut faire? aller voir un médecin. En fait, la seule possibilité, c'est de s'assurer que la personne que vous allez voir est médecin. Voilà. Et comment fait-on sur un site? N'importe qui peut se dire médecin finalement. Comment est-ce que le client lui En général, elle ne s'intitule pas médecin. D'accord. Donc, Elle s'intitule docteur. Oui, il faut que ce soit un docteur. Déjà. Absolument. D'accord. Et après, on peut appeler le conseil de l'ordre. Exactement, bien sûr. Le conseil. Tous les médecins en France ont un numéro de conseil de l'ordre. Donc oui, on peut appeler le conseil de l'ordre pour s'assurer que la personne en face de laquelle nous sommes est effectivement médecin. Comment vous expliquez le fait qu'elles ne le font pas finalement? Pourquoi elles ne se renseignent pas suffisamment? Parce qu'elles pensent que ce sont des gestes anodins? Parce que je pense que c'est banalisé. Ouais. Parce qu'il y a tellement de vidéos de fake injections et de fake injectrices que pour les personnes jeunes qui ne sont pas forcément alertées sur le problème, elles vont là où c'est facile. Elles vont là où finalement la prise de rendez-vous est très facile et du jour au lendemain. Et avec des prix qui sont souvent
inférieur. Très attractif. Mais évidemment, et ça joue. Parce que la fake injectrice, elle va faire un prix forcément plus bas qu'un médecin. Parce que le médecin, il achète ses produits qui ont un certain coût, et puis il paye sa TVA. Les fake injectrices, évidemment, ne payent pas de TVA, et puis il paye ses charges, et puis il paye ses impôts. Et en général, les personnes qui font ça de façon irrégulière demandent qu'on les paye en espèces. Donc c'est un circuit parallèle qui représenterait 40% des actes aujourd'hui de réalisation près de la moitié, c'est énorme. Donc près de la moitié, donc ça c'est quand même énorme. Et en termes financiers, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça représenterait 800 millions d'euros non soumis à la taxe, aux impôts. C'est énorme. Un manque à gagner, voilà. C'est une raison supplémentaire pour s'attaquer au problème pour le gouvernement. Vous êtes coprésidente du Cercle des bonnes pratiques en médecine esthétique. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Plus d'encadrement? Alors, le cercle, on l'a fait pour encadrer davantage la profession. Parce que c'est une profession qui, dans les faits, existe, mais d'un point de vue réglementaire, n'existe pas. C'est en cours. Ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de banalisation des actes de médecine esthétique. Ça, c'est ultra important. Il y ait une plus grande sécurité pour les patients et que les médecins qui savent faire fassent. Nous, en tant que médecins, nous n'avons pas le droit de communiquer et en tout cas de dire venez chez nous. Oui, vous ne pouvez pas faire. Mais non. Oui, donc en fait, on assiste à des offres absolument catastrophiques sur le net. Et en fait, on ne peut pas répondre. Alors moi, j'ai un certain nombre de jeunes qui viennent me voir. Ce n'est pas ma clientèle. Moi, mes patientes, ce sont pour beaucoup plutôt les femmes de 50-60 ans. Qui ont envie d'être accompagnées par rapport à leur vieillissement et qui ont envie de garder la confiance en elles par rapport aussi à leur profession parce qu'elles ont besoin d'avoir confiance en elles aujourd'hui. Et puis j'ai beaucoup de personnes qui sortent d'un mauvais pas, je pense aux suites de chimiothérapie, oui, bien sûr, et qui ont besoin qu'on les prenne en charge pour se sentir mieux et revenir, si je puis dire, dans le monde hors traitement. Oui. Bon. Si vous voyez une fille de 18 ans venir dans votre cabinet, je pense que j'en ai pas beaucoup parce que forcément. D'abord, je l'accepterai pas forcément, et puis en plus, je n'en ai pas beaucoup parce que je ne suis pas reconnue pour traiter ce type de patiente-là. Mais il faut que ce soit des médecins qui les traitent. Bien sûr. Il faut que les médecins puissent leur dire non, mais il faut aussi que ce soit des médecins qui les traitent. Sinon, elles iront voir les fake injectrices. Moi, j'ai quelques mamans qui m'amènent leur fille de 20 ans, 22 ans, me dire elles veulent se faire la bouche par exemple ou des pommettes. Je préfère que ce soit vous qui le fassiez, plutôt parce qu'elles me connaissent, plutôt que elles aillent voir. Bien sûr. La personne que leur copine est allée voir. On va parler de l'affaire de Villeurbanne avec vous, Anne Grand-Vincent, qui a profondément choqué l'opinion puisque pour la première fois, ces dérives de fake injectors, comme ils s'appellent, ont tué une personne finalement, ont suscité la mort d'une jeune fille. Comment est-ce que vous analysez cet événement qui révèle justement ces failles actuelles dans l'encadrement de la médecine esthétique? En fait, c'est un épisode extrêmement triste, mais malheureusement, on le prévoyait. On savait que ça arriverait. Il y a une telle croissance des actes faits par des non-médecins qu'un jour, immanquablement, ce type d'extrême allait arriver. Donc c'est, entre guillemets, une alerte. On a alerté. Les chirurgiens ont alerté, les dermatos ont alerté, les médecins esthétiques ont alerté. Mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu cet extrême-là, c'est-à-dire une personne qui décède au cours d'un acte réalisé par une fake injector. Donc là, je pense que ça va permettre de réellement voir l'extrême gravité de ce problème de santé publique, qui va croître. Bien sûr. Cet événement sera peut-être le point de départ d'une prise de conscience qui va marquer les esprits en tout cas et qui va faire prendre conscience d'un réel besoin d'encadrement. Je pense que la prise de conscience existe, mais elle n'est pas suffisante. Donc ça va permettre peut-être d'agir de façon plus intense et peut-être sur des leviers un peu différents.
On va parler de la crise de la médecine esthétique, même si elle ne connaît pas forcément la crise au sens économique du terme. Mais il y a une crise de la médecine. Mais il y a une crise. On parle de plus en plus de banalisation des actes. Oui. C'est surtout là-dessus que ça porte. La multiplication des pratiques illégales, la perte de repères aussi pour les patients. Selon vous, quels sont les facteurs structurels qui expliquent cette situation et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, en fait, bon. La médecine esthétique est malheureusement une spécialité qui n'existe pas. Or, dans les faits, c'est quand même une spécialité. Parce que vous avez une demande, qu'il faut y répondre d'un point de vue médical, et qu'il y a des médecins qui y répondent de façon très adaptée, depuis plus de 25 ans, mais qui pour l'instant ne sont pas reconnus. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, les autorités ont alors quand je parle des autorités, je parle du ministère, je parle du Conseil de l'Ordre, je parle de la DGS, etc. Ils ont la volonté de la reconnaissance, mais en France, les choses sont longues, et du coup, pour l'instant, on n'aboutit pas. Alors, il y a un diplôme universitaire qui est en cours et qui pourrait amener ce qu'on appelle une validation des acquis de l'expérience pour ceux qui sont aujourd'hui médecins esthétiques dans le fond, réellement, et qui, quelque part, sont des experts de la médecine esthétique. Bon. Mais il y a un problème important qui est lié au fait qu'il y a un paradoxe français. Et ça, j'insiste sur ça. Il y a un paradoxe français qui n'est pas connu. C'est que les médecins esthétiques généralistes, les médecins esthétiques sont souvent des médecins généralistes. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément. Ça veut dire qu'ils sont d'abord médecins généralistes et puis finalement ils se disent bah tiens, si j'allais vers la médecine esthétique. Exactement. Mais ils ne peuvent aller vers la médecine esthétique, ou en tout cas ils ne vont vers la médecine esthétique que s'ils sont assurés, donc formés. Ça veut dire que tous les médecins généralistes qui exercent la médecine esthétique sont formés. Ils reprennent un cursus spécifique ou comment ça se passe? Alors, ce sont des diplômes universitaires, ce sont des diplômes interuniversitaires, mais pour l'instant, l'ordre n'en reconnaît aucun comme étant validant, si je puis dire. Bien sûr. Donc, or, il y en a où on parle de tous les sujets de la médecine esthétique. Certains sont spécifiques injection, certains sont spécifiques laser, parce que là, les problèmes d'effet injecteur, c'est des problèmes d'injection. Oui, complètement. Bien sûr, puisque ça nécessite les lasers machine. Oui. Le laser peut brûler aussi. Oui, bien sûr, mais les effets injecteurs ne le font pas. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, oui. Et il faut savoir une chose, c'est que les médecins qui font de l'esthétique ont une sinistralité, je parle des médecins généralistes, médecins esthétiques, ont une sinistralité qui est très faible. Mais malgré tout, pour le moment, ce n'est pas reconnu comme une spécialité. Donc, il y a un paradoxe en France qui est que il y a une restriction dans l'utilisation, dans l'autorisation d'utilisation de la toxine botulique, qui est l'un des produits injecteurs. Vous avez deux types de produits, les fillers et la toxine botulique. Les fillers, il n'y a pas de restriction d'utilisation à partir du médecin, du acide hyaluronique, entre autres. Ouais. À partir du moment où le médecin sait l'injecter. Okay. La toxine botulique, et là le point est extrêmement important, n'est pas autorisée à l'injection en esthétique aux médecins esthétiques. Il est autorisé à 5 spécialités qui sont la dermato, l'ophtalmo, l'ORL, le chirurgien de la face et du cou et le chirurgien esthétique. D'accord. Les médecins généralistes, il faut être médecins esthétiques, non, il faut être dermato, ophtalmo, ORL, chirurgien de la face et du cou ou chirurgien esthétique. Les médecins esthétiques savent parfaitement utiliser le produit, ils l'ont appris, ils savent le faire. C'est un produit qui n'a absolument aucune difficulté d'utilisation. Mais le paradoxe français est que les médecins ne peuvent pas l'utiliser pour le moment. Alors que l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a écrit et a acté en 2019 le fait que le profil de toxicité du produit... Donc vous demandez ce que ce soit levé finalement. Exactement. Et que le profil de toxicité du produit est tout à fait en accord avec la possibilité d'ouverture de la prescription au médecin généraliste. Mais depuis 6 ans, ça n'est pas fait. Donc on arrive à un paradoxe où tous les pays européens donnent l'autorisation à tous leurs médecins
de faire la toxine botulique et pas en France. Mmh. En France, les médecins n'ont pas le droit de le faire. Donc ça, c'est quand même très important. Comment ils le Pourquoi? justifient? Il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Cela va changer, mais il faut que ça change parce que aujourd'hui, les fake injectrices le font. Donc le circuit illégal avec des produits dangereux parce qu'ils sont extrêmement dosés existe, pullule, alors que le marché des médecins qui peuvent faire et savent faire, lui, est en souffrance. Puisque, exactement. Aujourd'hui, les pharmacies, pour la plupart, ne peuvent plus délivrer ce type de produit aux médecins généralistes, ce qui signifie deux choses. Ça brouille le message par rapport aux patients. Ça va favoriser le déplacement des actes vers des spécialités qui sont déjà surchargées. Je pense par exemple aux dermatologues. Oui, c'est vrai. Mais oui. Et puis, ça va favoriser forcément des gens qui vont vouloir faire et qui vont éventuellement aller voir des fake injecteurs. Et des patients vont voir les fake injecteurs qui ne vont pas bien voir ces médecins-là. Donc, il y a un vrai problème. Et ma demande, c'est qu'on essaye qu'on demande, voilà, qu'on soit pragmatique et qu'on réfléchisse assez rapidement à l'autorisation pour les médecins d'utiliser la toxine botulique pour justement éviter ce dont on vient de parler. Qui peut être plus rapide finalement que la reconnaissance de la spécialité ou du domaine comme étant autorisé, qui lui prend un peu plus de temps. Mais ce que je demande, c'est surtout qu'on puisse arriver à ça pour que les patients aient un message qui ne soit pas brouillé. Et c'est un moyen de lutter, en tout cas pour nous, contre ces fake injectors. Merci Anne-Grand Vincent d'avoir participé à notre émission. Décideurs engagés, on l'a vu, merci. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.